Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis effectivement Sandrine Barrero, directrice du département urbanisme, aménagement, planification de l'Institut Paris Région. Et en fait, j'ai été chef de projet voilà, de la révision du SDRIF de 2013, après avoir été chef de projet du SDRIF de 2013. Donc voilà, j'ai une petite antériorité sur la planification régionale francilienne. Du coup, voilà, chef de projet de ce SDRIF E, donc E pour environnemental, puisque c'est un choix de la région de donner une forte orientation environnementale à ce schéma directeur. Peut-être juste en deux mots, vous présenter l'Institut Paris Région que vous ne connaissez peut-être pas tous. Donc l'Institut Paris Région, c'est une agence d'urbanisme, voilà, qui est l'une des rares, avec celle de La Réunion, à travailler en fait à l'échelle régionale. On a été créé en 1960, justement pour faire la planification régionale de l'époque. On a d'abord été une fondation d'utilité publique et puis on a longtemps été plutôt, je dirais, présidé par l'État jusqu'à la décentralisation. Puis au moment de la décentralisation, depuis la décentralisation, nous sommes présidés par la région Île-de-France. Et nos statuts ont évolué il y a à peu près 6 ans maintenant pour nous transformer en association, ce qui permet à des collectifs, enfin, à des établissements publics de coopération intercommunale, à des collectivités territoriales de devenir adhérents à l'Institut Paris Région et donc de participer à la diffusion et à la production de connaissances pour l'aménagement de l'Île-de-France. On est à peu près 180, il y a une très très grande diversité de profils avec des architectes, des urbanistes, je dirais, voilà, c'est ce qu'on a de plus classique en tête pour une agence d'urbanisme. Mais on a aussi des épidémiologistes parce qu'on abrite en notre sein l'Observatoire régional de la santé. On a aussi des écologues puisque l'Institut a dans son sein l'Agence régionale de la biodiversité. On a des ingénieurs transport, des spécialistes du logement, des démographes, voilà. Donc une très très grande diversité de métiers pour voilà, réfléchir au devenir de la région Île-de-France, aux vivants, au bien-être des populations. Alors, je vais vous présenter le schéma directeur de la région Île-de-France. Vous verrez qu'effectivement, mon PowerPoint, il va vous paraître un peu long, mais je vais passer très vite sur beaucoup de diapos. L'idée, c'est que vous ayez une trace, en fait, d'un certain nombre d'informations pour que vous puissiez revenir vers l'AMIF ou vers nous si vous avez des questions. Voilà, mais ça vous permet quand même d'avoir, je dirais, un peu l'entièreté que je ne peux pas vous présenter dans le délai imparti, mais l'entièreté du contenu du SDRIF. Pardon. On commence. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les schémas directeurs, mais c'est quand même important de savoir qu'il y a quand même une spécificité francilienne, c'est l'antériorité de la planification régionale et de la planification réglementaire régionale. Vous voyez que ça remonte à très loin. Et avec, je dirais, un effet un peu de rupture, le dernier schéma directeur réalisé par l'État, il date de 1994. Et le premier qui a été réalisé par la région Île-de-France, il n'a jamais été approuvé par l'État, voilà, mais la région avait adopté une première copie en 2008. Donc je dirais que le premier schéma directeur de compétences régionales, voilà, approuvé, qui a été appliqué, c'est le schéma directeur de 2013 et c'est donc le schéma directeur qui a été révisé avec un lancement de la procédure en 2021 pour donner lieu au schéma directeur environnemental, donc qui a été approuvé par décret en juin 2025. Ça aussi, c'est une spécificité de la planification régionale francilienne, c'est que l'État reste extrêmement présent en fait dans le dispositif, il est associé à l'élaboration du schéma directeur, mais en fait, si ce schéma il est arrêté puis adopté par la région, pour devenir opposable, il doit faire l'objet d'un décret pris après avis du Conseil d'État. Donc le schéma directeur a été analysé par le Conseil d'État en février-mars
2025. Et ensuite, le gouvernement a pris un décret d'approbation. Le schéma directeur de la région Île-de-France, qu'est-ce que c'est? C'est un document d'urbanisme d'échelle régionale. Donc, il est régi par le Code de l'urbanisme, qui évoque en fait l'ensemble des objectifs qui sont assignés à l'élaboration de ce document, avec bien entendu une forte connotation autour de la question de la destination générale des différentes parties du territoire, c'est-à-dire quels sont en fait les grands objets territoriaux qui font l'objet de la planification. Il doit donner les localisations préférentielles des extensions, les grands espaces à préserver, les dimensions, les objectifs en matière économique, en matière de transport. Voilà, donc c'est, je dirais, un document d'urbanisme comme vous aurez l'habitude d'en traiter dans le cadre de vos collectivités. Mais c'est du plus, voilà, c'est-à-dire que ça a une dimension stratégique très forte et c'est on ne réfléchit pas là à l'horizon de 5, 10, 15 ans, on est à l'horizon plutôt de 20 ans, voilà. C'est un document d'urbanisme d'échelle régionale, donc il s'inscrit dans la hiérarchie des normes. Alors c'est une tuyauterie un peu compliquée, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même intéressant de voir que ce schéma directeur, on a toujours l'habitude de dire qu'il s'impose bien entendu au schéma de cohérence territoriale et en l'absence de schéma de cohérence territoriale au plan local d'urbanisme. Ça, je dirais, c'est la filiation directe de l'urbanisme, mais c'est particulièrement intéressant de voir que il s'impose aussi à des documents plus thématiques comme le schéma régional de l'habitat ou de l'hébergement ou le plan métropolitain de l'habitat ou de l'hébergement, qu'il s'impose aussi au plan des mobilités d'Île-de-France, mais que par ailleurs, il doit lui-même respecter un certain nombre de documents qui sont des documents issus, je dirais, du niveau national, hein, un certain nombre de lois, etc., mais aussi le plan de gestion des risques inondation. Il doit tenir compte du schéma régional de cohérence écologique qui est en cours de révision. Voilà, donc il se situe vraiment à un nœud très important de la planification de l'urbanisme et des planifications thématiques. Et donc, il a quand même un rôle, je dirais, de mise en cohérence à l'échelle régionale de toutes ces planifications qui, bon, pullulent un peu, on peut se dire, de façon à faciliter un peu la vie des documents d'urbanisme locaux. Donc, on a essayé, là encore, dans cet exercice, d'articuler au mieux l'ensemble des planifications et de les traduire dans le SDRIF pour qu'il y ait un propos qui soit le plus cohérent possible. Donc, ce schéma, il a donc une valeur réglementaire. Donc, c'est ce qu'on appelle, il s'impose dans un rapport de compatibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les documents qui doivent en tenir compte n'ont pas vocation à reprendre mot pour mot les orientations réglementaires du SDRIFE, qui sont quand même fixées à l'échelle régionale. Et donc, ça implique qu'il y ait une marge de manœuvre qui soit laissée pour pouvoir rentrer en application au niveau local, compte tenu de la diversité des contextes locaux, des enjeux locaux. Donc, c'est cette petite marge en fait de manœuvre. Les documents d'urbanisme locaux, ils doivent permettre la mise en œuvre des orientations principales, des orientations majeures du schéma directeur, mais ils n'ont pas à en faire la traduction je dirais, mot à mot dans le SCOT ou le plan local d'urbanisme. Ces documents d'urbanisme locaux, ils ont un délai à respecter pour se mettre en compatibilité avec le schéma directeur de la région Île-de-France. En gros, je vais vous dire que c'est là encore, vous aurez le détail et vous pourrez en prendre connaissance à tête reposée. Mais en gros, voilà, il y a 3 ans pour le schéma de cohérence territoriale pour se mettre en compatibilité avec le schéma directeur de la région Île-de-France.
En l'absence de SCOT, il y a 3 ans pour un PLU, hein, pour se mettre en compatibilité. S'il y a un SCOT, le PLU a 1 an, lui, pour se mettre en compatibilité, du coup, avec le SCOT, puisque c'est de la compatibilité limitée. C'est au SCOT d'être compatible avec le SDRIF, et ensuite, c'est au PLU d'être compatible avec le SCOT. Il y a un exercice un petit peu plus compliqué que d'habitude pour la mise en compatibilité, c'est que par ailleurs, il y a une mise en compatibilité des documents d'urbanisme spécifique sur la question de la réduction de l'artificialisation. Donc vous avez une mise en compatibilité un peu en 2 temps. Dans un premier temps avec les objectifs de réduction de l'artificialisation. Et ça, les SCOT ont jusqu'au 22 février 2027 pour traduire la réduction de l'artificialisation. Et les PLU ont jusqu'au 22 février 2028 pour traduire les objectifs de réduction de l'artificialisation. Donc ça, c'est le premier temps, je dirais, d'adaptation des documents d'urbanisme locaux. Et il y a un deuxième temps qui est la mise en compatibilité beaucoup plus globale avec l'ensemble des dispositions du SDRIFE. Voilà. Bon, aujourd'hui, les délais passant, tout ça a fini par se rejoindre dangereusement, mais voilà, ça fait partie des dispositions de la loi climat résilience. Pourquoi cette mise en compatibilité, ce délai de 3 ans? Ça veut dire qu'en fait, pendant 3 ans, votre document d'urbanisme, il n'est pas jugé comme étant incompatible avec le SDRIFE et il peut continuer à produire des effets. C'est-à-dire que si des permis de construire sont rendus sur la base de votre document d'urbanisme pendant cette période-là, ils ne sont pas jugés illégaux. Voilà, ça permet en fait quand même d'avoir enfin il y a déjà un certain nombre d'années maintenant, la mise en compatibilité, elle était automatique et elle était immédiate après le décret d'approbation du SDRIF. Et ça rendait, il y avait du coup des risques juridiques en cascade. Là, c'est pour sécuriser un peu les procédures, je dirais, pendant 3 ans. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie un peu globale sur le SDRIF, je dirais, de manière générale? Ou est-ce que j'embraye tout de suite sur le SDRIFE? Voilà, dites-moi ce qui vous arrange. Je vais vous dire s'il y a des mains qui se lèvent. Dites-moi s'il y a des mains qui se lèvent, parce que je ne vois pas. A priori, non. Donc, je vous Alors, propose de je continue. continuer, on prendra les questions après. Donc, le schéma directeur de la région Île-de-France, donc dit environnemental, dans le code de l'urbanisme, vous ne trouverez pas de SDRIFE, hein. On parle de schéma directeur de la région Île-de-France. Je dirais que là, c'est une appellation souhaitée par la région Île-de-France, voilà, mais ça ne relève pas du code de l'urbanisme, la mention du environnemental. Il a donc été approuvé par décret le 10 juin 2025. Ce schéma directeur de la région Île-de-France, il est composé de 3 pièces principales. La première pièce, c'est le projet d'aménagement régional. Le projet d'aménagement régional, c'est vraiment ce qui va fixer les ambitions régionales à l'horizon 2040, la vision de l'aménagement à 2040. Vous n'y trouverez pas d'orientation réglementaire. Par contre, ce projet d'aménagement régional, pour pouvoir produire des effets, il est traduit dans des orientations réglementaires. Donc ça, c'est le deuxième fascicule du SDRIFE. Ce fascicule orientation réglementaire, il a 2 volets. Il a un volet, je dirais, fascicule rédigé, etc. Et puis, il a un autre volet qui est composé de 3 cartes réglementaires. Ces 3 cartes, elles sont complémentaires. Il n'y en a pas une qui vient se substituer aux autres. Elles doivent être lues vraiment ensemble, voilà, pour pouvoir voir ce qui peut être fait ou pas fait sur un territoire. Et donc, ces cartes et les postes de légende de ces cartes trouvent les orientations réglementaires qui y sont attachées dans le fascicule orientation réglementaire.
Et puis, vous avez un troisième fascicule qui est aussi très important, qui est l'évaluation environnementale stratégique du SDRIFE. C'est un document un peu technique, un peu complexe, mais qui vient en fait justifier le projet d'aménagement au regard de ses impacts sur l'environnement et qui vient donner aussi un certain nombre d'explications sur des sensibilités environnementales, territoriales particulières et la façon dont le SDRIFE les a intégrées. Ce SDRIFE, il repose sur deux fondements majeurs qui sont explicités dans le projet d'aménagement régional. Ces deux fondements majeurs, que sont la sobriété et le polycentrisme, ce sont des principes transversaux dont vous allez trouver une forme de traduction, en fait, dans l'ensemble des chapitres du SDRIFE. La sobriété, elle porte, alors bien entendu, sur la sobriété foncière. Le foncier, c'est le cœur, en fait, du fonctionnement du SDRIFE. Mais la sobriété, vous allez aussi la trouver au titre d'objectifs en matière d'économie d'énergie, de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et vous allez aussi la trouver dans les dimensions attachées à la question de l'économie circulaire et donc à la réduction en fait de l'usage de nouveaux matériaux. Sachant que la question de la neutralité carbone et de l'économie circulaire vont aussi avoir des échos très importants en matière d'artificialisation, de consommation d'espace, puisque la trajectoire de sobriété foncière réserve en fait dans un objectif de neutralité carbone et dans un objectif de transition environnementale, je dirais au sens plus large, un certain nombre de capacités foncières pour l'accueil des installations nécessaires. Donc la sobriété foncière, elle donne lieu à une trajectoire de réduction de la consommation d'espace avec un objectif ZAN, donc de zéro artificialisation nette, à 2050. Avant 2050, on n'est pas ZAN. On entend toujours, le ZAN. Voilà. Non, le ZAN, il s'impose à l'horizon 2050 et à partir de 2050, 1 hectare d'artificialisation devra être compensé par 1 hectare de renaturation. En attendant 2050, le SDRIF, il a fixé à l'échelle régionale une par décennie, en fait, une réduction de la consommation d'espace naturel, agricole et forestier jusqu'à 2031 et une réduction de l'artificialisation à partir de 2031 jusqu'en 2040-2041, donc par tranche de 10 ans, et il a distribué, en fait, pour répondre à cette réduction de la consommation d'espace, il a distribué des capacités d'urbanisation de deux façons différentes. Il a distribué, donc très directement, il a alloué au territoire des capacités d'urbanisation. Ça représente 80% en fait des capacités d'urbanisation totales qui sont offertes par le SDRIFE. Donc il y a 7794 hectares qui sont réservés aux collectivités pour qu'elles développent les projets qu'elles souhaitent pouvoir développer. À ces 7714 hectares, on a ajouté 864 hectares au titre des projets d'envergure nationale et européenne. Ce sont des projets en fait qui sont portés par l'État. Je peux vous donner comme exemple le Grand Paris Express, les prisons, un certain nombre d'infrastructures de transport, voilà. Ça, donc, c'est 80% de l'enveloppe foncière régionale. Et puis, il y a 20% de l'enveloppe foncière régionale qui n'est pas distribuée aux acteurs locaux, mais dont les acteurs locaux vont pouvoir se servir, soit pour réaliser des projets qui sont attachés à la transition environnementale. Donc, il y a 1291 hectares qui sont réservés pour le développement des énergies renouvelables, pour l'implantation de déchetteries,
pour l'implantation d'installations de concassage, etc. La liste des installations visées est fixée dans le SDRIFE. Il y a 646 hectares qui sont réservés pour des projets de mobilité. Et là encore, la liste des projets de mobilité donnant droit à ces hectares est fixée de manière exhaustive dans le schéma directeur de la région Île-de-France. On peut ajouter à ces projets de mobilité 184 hectares qui sont des projets portés par l'État, nos fameux projets d'envergure nationale et européenne. Et il y a une enveloppe de 60 hectares en fait pour les projets sportifs d'intérêt régional. On est quand même, enfin voilà, l'idée c'est de ne pas perdre la dynamique des Jeux olympiques et de pouvoir permettre le développement d'un certain nombre de grands projets sportifs, le cas échéant. Le deuxième grand pilier, c'est donc le polycentrisme. Et donc, ce polycentrisme, il est traduit d'une façon un peu particulière dans ce SDRIFE. C'est d'abord que le territoire régional, il différencie 6 grandes catégories de territoires. Ces 6 grandes catégories de territoires, elles ne peuvent pas répondre aux mêmes enjeux d'aménagement compte tenu de leur spécificité. Donc, on a l'hypercentre, c'est Paris et les 5 ou 6 communes les plus denses de la région Île-de-France. Donc ça, c'est le rose le plus foncé, ensuite, enfin, ou le violet. Ensuite, vous avez un mauve qui est le cœur de l'agglomération parisienne. En jaune, vous allez avoir la couronne de l'agglomération parisienne. Et puis après, on va passer dans l'espace rural avec les villes moyennes, qui sont ces secteurs en jaune foncé, les petites villes, qui sont en vert, et ensuite tout le reste qui est grisé, c'est ce qu'on appelle les communes rurales. Et pour chacune de ces grandes catégories de territoires, vous allez avoir des polarités, c'est-à-dire des communes ou des groupements de communes dont on va attendre et à qui on fixe des objectifs particuliers pour venir organiser, structurer le développement régional, structurer l'offre de logement, l'offre d'équipement, l'offre de transport, l'offre, les implantations économiques, etc. Voilà. Et donc sont attachés à ces 6 catégories de territoires des objectifs d'aménagement très différents, notamment pour l'hypercentre. On est plutôt dans une question plutôt de réduction des vulnérabilités et d'adaptation vraiment du territoire, de limitation de l'artificialisation. Et pour le cœur d'agglomération et la couronne, on va plutôt être dans des logiques de renouvellement urbain et je dirais, d'un peu quand même de concentration malgré tout du développement en lien notamment avec le Grand Paris Express. Pardon. Un petit focus sur les 3 cartes réglementaires très rapides. Leur échelle, c'est 150 millièmes. Elles sont basées sur le mode d'occupation des sols. Le mode d'occupation des sols, c'est un outil qui a été développé à l'Institut en 1982, qui fait l'objet tous les 4-5 ans d'une mise à jour régulière et qui permet en fait de suivre l'évolution de l'occupation des sols, l'évolution des processus de densification et l'évolution des processus de consommation d'espace. C'est l'outil qui a permis de faire tous les calculs du SDRIF en matière de consommation d'espace. C'est l'outil aussi qui a permis de faire la cartographie. Les espaces de moins de 5 hectares ne sont pas représentés. On est à l'échelle régionale, donc voilà, on ne peut pas descendre à un niveau de précision trop fin. On dit que la réalité du terrain l'emporte sur la carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les espaces des 5 hectares ne sont pas représentés en eux-mêmes, donc ils sont englobés dans quelque chose dans, je dirais, l'occupation des sols environnants. Donc vous avez peut-être un petit espace urbanisé qui fait moins de 5 hectares, qui n'est pas représenté, mais qui va apparaître du coup en espace agricole. Il est clair que ce n'est pas de l'espace agricole, donc on
on va pas lui appliquer les règles de l'espace agricole. On applique les règles de l'espace urbanisé. Voilà. Et puis, chaque carte réglementaire est accompagnée d'un petit schéma stratégique qui, lui, n'a pas de valeur réglementaire, mais qui donne à voir un peu ce que l'application, je dirais, territoriale de l'ensemble de ces dispositions enfin, à quoi ça concourt d'un point de vue plus stratégique et de plus grande échelle. Le premier grand chapitre, enfin la première carte, enfin, les cartes n'ont pas d'ordre, hein, voilà. Donc du coup là, vous voyez, elles vous sont présentées sous un certain ordre, et moi je vais vous les présenter. En fait, je vais vous présenter les chapitres encore sous un autre ordre. La première grande question du SDRIFE, c'est la maîtrise du développement urbain. Et derrière, en fait, cette question de la maîtrise du développement urbain, vous avez en fait cette idée de comment est-ce qu'on articule un nécessaire développement urbain qui prenne la forme de renouvellement de l'existant ou d'extension d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Comment est-ce que donc on articule ce développement avec de grandes préservations? Et donc, dans le projet d'aménagement régional, vous allez retrouver dans le chapitre 1 et le chapitre 2, ce qui va véritablement, et le chapitre 3 aussi, ce qui va concourir à cette question du développement urbain, que ce soit en termes de limitation de la consommation foncière, de préservation des espaces, mais aussi en termes de construction de logements et en termes d'accueil de grands équipements et de services. Voilà. Donc, je vous passe les grands chiffres. Vous pourrez les retrouver sur le diaporama et dans le SDRIF lui-même. Mais voilà, c'est pour vous montrer que ce que vous avez dans le projet d'aménagement régional va ensuite trouver une traduction dans les orientations réglementaires, donc d'un point de vue cartographique et d'un point de vue rédigé. Maîtriser le développement urbain, ça trouve du coup une traduction dans cette fameuse carte qui combine grande préservation et grande transformation urbaine, avec un premier en fait grand message que la priorité des priorités, c'est l'intensification. Je dirais que ça s'inscrit quand même dans la logique de planification régionale depuis maintenant un moment, et c'est aussi une façon de répondre à une logique qui se poursuit en matière de législative, hein, depuis les années 2000 et la loi Solidarité Renouvellement Urbain jusqu'à la loi Climat Résilience et ses dérivés, avec le fait que il n'y a pas 50 000 solutions pour limiter l'artificialisation, pour limiter la consommation d'espaces naturels et agricoles et forestiers. Il faut densifier l'espace existant. Et ça trouve une première traduction, notamment en matière d'accueil de logement, puisque l'idée, c'est d'accueillir 90% de l'offre de logement à l'horizon 2040. Alors, on n'en est pas très loin, donc il ne faut pas croire qu'on fait un saut monstrueux. On est, je crois, aujourd'hui à 86%. Accueillir l'offre de logement, donc à 90%, dans l'espace urbanisé existant et pas en extension. Et pour ça, ça veut dire que une commune doit densifier son espace, le nombre de logements dans l'espace urbanisé existant de 13% en moyenne, une commune classique, j'ai envie de dire, qu'une commune dotée d'une gare, elle, doit accroître ce nombre de logements de 15%, et qu'une polarité du cœur d'agglomération et de la couronne d'agglomération doit, elle, accroître son parc de logement à l'horizon 2040 de 17%. Ça, c'est aussi fait en lien avec le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. Voilà, de façon à ce que les deux documents se parlent en matière d'objectifs communaux et intercommunaux de construction et d'accueil de logements. Il y a par ailleurs un objectif de densification des espaces économiques, un objectif de renforcement de la mixité fonctionnelle, voilà, c'est-à-dire qu'on limite au maximum le zonage et on fait en sorte
de créer de la ville complète, voilà. Et puis, tout ça est bien entendu basé sur le lien urbanisme-transport, puisque vous voyez bien qu'il y a un objectif supérieur d'accroissement du parc de logement quand on est particulièrement bien desservi par les transports en commun. À côté des objectifs de densification, eh bien, le SDRIF, il donne quand même des capacités d'urbanisation sous plusieurs formes, des formes qui sont cartographiées. Ceux qui sont familiers du SDRIF de 2013 reconnaîtront les pastilles. Donc les pastilles roses, ce sont les secteurs d'urbanisation préférentiels. Ils représentent à peu près, une pastille pleine, c'est à peu près 25 hectares. Une demi-pastille, donc c'est voilà, que vous voyez cerclée de blanc, c'est à peu près 10 hectares. Ces pastilles, elles ont une localisation. Elles peuvent bouger dans une certaine mesure, mais en fait, on ne peut pas les déplacer du nord de la commune au sud de la commune, si je puis dire. Si elles sont placées là, c'est parce qu'en général, il y a des projets locaux en dessous, où il y a du foncier mobilisable en dessous, et donc elles n'ont pas vocation à être mobilisées dans une localisation trop différente. Quand elles sont roses, c'est que la collectivité peut faire du logement, des équipements, de l'activité économique, elle fait ce qu'elle veut. Par contre, quand elles sont violettes, là, la collectivité ne peut pas en faire ce qu'elle veut, puisque en fait, ce sont des secteurs de développement industriel d'intérêt régional, et donc c'est du foncier économique dont il a été décidé de maintenir de donner une vocation prioritaire pour le développement industriel. Peut y avoir d'autres fonctions, mais derrière que je dirais, on est dans des fonctions support à de l'industrie. C'est très important ce que je vous dis là, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions autour des data centers et des possibilités d'implanter des data centers dans ces secteurs de développement industriel. Donc beaucoup insistent sur la nature, parlent d'industrie numérique. Au titre du code de l'urbanisme, un data center, c'est un entrepôt, ça n'est pas de l'industrie. Donc, ils ne peuvent pas, sauf de façon très marginale, venir s'implanter dans ces secteurs. Vous avez par ailleurs des capacités d'urbanisation qui, elles, ne sont pas cartographiées et que la commune peut choisir de localiser là où elle le souhaite, sauf là où c'est préservé. Dans ces capacités d'urbanisation, vous allez avoir la possibilité pour la commune de disposer d'1% des secteurs, enfin ce qu'on appelle les secteurs de développement à proximité des gares, c'est-à-dire que vous allez avoir droit à 1% de l'espace urbanisé communal en superficie que vous allez pouvoir mobiliser dans un rayon de 2 km autour d'une gare. Vous avez ensuite 2% de l'espace urbanisé communal au titre des polarités. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous prenez votre espace urbanisé communal, le SDRIF vous donne quelle est la définition. Vous avez, vous avez 10 hectares, et bien vous avez du coup 1 hectare d'espace urbanisé communal. Voilà, c'est 1%, 2% du coup de l'espace urbanisé communal. Et quand vous êtes une ville moyenne, une petite ville et une commune rurale, vous avez droit à une superficie qui équivaut à 2% de l'espace urbanisé communal. Toutes ces capacités d'urbanisation, cartographiées, non cartographiées, elles sont, vous pouvez les compiler. Voilà, c'est du plus à chaque fois. Mais du plus dans la mesure de ce que vous pouvez réellement urbaniser. Est-ce que vous avez des espaces, est-ce qu'il vous reste des espaces naturels, agricoles et forestiers? Et est-ce que vous avez des préservations qui, du coup, peuvent venir limiter ces capacités d'urbanisation? Par ailleurs, vous avez ce qu'on appelle des capacités SRU. Pour les communes qui sont déficitaires en logements sociaux,
au titre de la SRU, le SDRIFE accorde une capacité d'urbanisation supplémentaire, à condition, bien entendu, que ce soit pour réaliser des programmes qui permettent de répondre majoritairement au déficit de logements sociaux, parce que si c'est pour faire une zone d'activité économique, ça ne marche pas. Et puis, vous avez, au titre de la loi climat, résilience et de ses dérivés, la fameuse surface minimale garantie d'1 hectare, voilà, jusqu'en 2031, qui là aussi, donc pour une commune qui aurait, au titre des capacités d'urbanisation, du SDRIFE moins d'1 hectare, eh bien, la loi lui donne jusqu'à 1 hectare d'urbanisation. Voilà, il y a dans le SDRIF de 2013, ça existait déjà. Si vous avez un schéma de cohérence territoriale, vous pouvez venir mutualiser, c'est-à-dire qu'au lieu que chaque commune, je dirais urbanisme un peu dans son coin, eh ben, il y a quelques capacités d'urbanisation qui peuvent être mutualisées au niveau du SCOT pour accueillir un projet plus costaud, voilà, sur une commune qui ne pourrait pas l'accueillir seule au titre de ses capacités d'urbanisation. Et puis, je vous rappelle, ça, c'est vraiment ce sont les capacités d'urbanisation, les fameux 80% qui sont alloués directement aux collectivités, mais je vous rappelle qu'il y a par ailleurs les 3 enveloppes régionales dans lesquelles une commune peut venir piocher ou une intercommunalité peut venir piocher pour réaliser des infrastructures de transport, de transition environnementale ou un grand complexe sportif. Le deuxième grand objectif du SDRIF, c'est... Alors, est-ce que vous avez des questions, pardon, peut-être à ce stade-là, sur ce premier sujet de la maîtrise du développement urbain? Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. Écoutez, ça a l'air très complet parce que je ne vois pas de main se lever. C'est peut-être très complexe, donc voilà, donc la question de la renaturation et de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, elle est fondamentale en Île-de-France, hein, d'abord parce que c'est un patrimoine assez unique pour une métropole internationale comme l'Île-de-France, d'avoir près de 80% d'espace rural. C'est quand même une richesse assez incroyable. C'est une richesse aussi productive, hein, ces espaces agricoles, ces espaces forestiers. Il y a des enjeux majeurs d'habitabilité. Quand on regarde les îlots de chaleur urbains, le dernier épisode ne pourra pas me contredire. Aujourd'hui, les enjeux de retour, de préservation de la nature et de retour de la nature en ville, ils sont absolument vitaux. Voilà, Et donc, le SDRIF s'en empare pour des questions de préservation de la biodiversité, pour des questions de préservation de la santé humaine et donc de résilience des territoires face au dérèglement climatique. Ça, c'est la carte, voilà, et là, vous avez tous les postes de légende qui sont afférents à cette cartographie. Vous avez un objet qui est nouveau dans le SDRIFE et qui est vraiment assez novateur pour en fait préserver alors ce qu'on appelle ce que certains appellent la ceinture verte, mais qui sont en fait les secteurs, les espaces verts, les espaces agricoles, naturels et forestiers qui sont de l'agglomération parisienne, qui sont les plus soumis aux pressions urbaines. Et là, le SDRIF a cartographié ce qu'on appelle l'armature verte à sanctuariser, qui limite, qui fait qu'en fait, une commune qui a des capacités d'extension ne peut pas venir les mobiliser sous ces aplats verts qui sont absolument sanctuarisés. Il y a quelques exceptions,
notamment pour les questions de transport, transition énergétique, etc. Mais le principe, c'est vraiment la protection de ces espaces majeurs pour l'agglomération parisienne. Il y a aussi un certain nombre d'orientations sur la grande armature paysagère à conforter. Cette armature, elle est indispensable parce qu'en fait, ben là, la géographie de nos paysages, elle permet en fait aux espaces de remplir un certain nombre de fonctions. Et donc, alors c'est pas, je dirais, facile à protéger une grande armature paysagère, mais il faut que chaque document d'urbanisme local, il ait quand même la conscience, pardon, de dans quelle géographie il s'insère. Le SDRIFE, il vient protéger des connexions écologiques d'intérêt régional. Là, c'est très intéressant parce que c'est en fait le lien avec le schéma régional de cohérence écologique. Là aussi, dans les sujets, euh, je dirais, articulation du SDRIFE et des autres schémas régionaux, eh bien, les connexions écologiques, ça répond vraiment à cette ambition. Vous avez un certain nombre de liaisons vertes qui sont à créer ou à sanctuariser. Ces liaisons vertes, elles peuvent avoir plusieurs fonctions, des fonctions qui sont attachées à la biodiversité et des fonctions qui sont plutôt attachées au développement de circulation douce. Dans certains cas, les liaisons vertes peuvent répondre aux deux fonctions à la fois et dans certains cas, on est plutôt sur des fonctions différentes. On a ensuite la protection de nos grands espaces, de nos forêts franciliennes, qui sont une vraie richesse. Le fait de devoir créer des espaces verts et des espaces de loisirs qui sont représentés par ces trèfles verts qui sont de deux tailles. Quand vous avez un gros trèfle, vous êtes plutôt sur des espaces supérieurs à 5 hectares. Sur des petits trèfles, vous êtes sur des espaces de 1 à 5 hectares. Ça porte vraiment la question du retour de la nature en ville, de l'accès, de l'importance d'avoir que les citoyens, les franciliens puissent accéder à des espaces verts ou à des espaces de loisirs, je dirais au cœur des espaces urbains, comme espace de respiration, espace aussi de sociabilisation. Un outil très fort du SDRIFE qui était déjà présent dans le SDRIF de 2013, c'est le front vert régional. C'est cette espèce de petit peigne là que vous voyez qui vient longer en fait les limites communales ou intercommunales. Et ça veut dire que aucune urbanisation ne peut, la limite communale ne peut pas s'étendre et qu'aucune urbanisation ne peut venir franchir ce front. Et donc, c'est vraiment une protection forte de l'espace agricole, naturel ou forestier qui vient se trouver derrière. Vous avez des infrastructures linéaires qui sont représentées avec cette idée qu'il y a des franchissements pour la biodiversité à rétablir, la préservation des cours d'eau et des berges, et puis des cours d'eau dont il est question pour lesquels il peut être question de réfléchir à leur réouverture ou à leur renaturation qui apparaissent en bleu sur la carte. Voilà, donc ça c'est, vous voyez comme ça sur un extrait de carte, tous les postes que vous pouvez trouver et qui sont attachés à la question de la place de la nature dans le développement régional. Est-ce que je poursuis? Ou est-ce que vous avez des questions? J'ai l'impression que vous pouvez poursuivre. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors, je poursuis. Le troisième grand objectif, c'est l'indépendance productive régionale. Vous allez retrouver, j'ai envie de dire, tout ce que vous avez l'habitude de trouver en termes
de développement économique, les zones d'activité économique, la logistique, les bureaux, le commerce, etc. Mais vous allez y trouver aussi de nouveaux objets. Alors, vous allez y trouver d'abord les grands enjeux attachés à l'activité industrielle et des nouveaux objets attachés à l'indépendance productive régionale. Donc, les espaces agricoles et les forêts, les gisements de matériaux et les services urbains, production d'énergie, eau, etc., économie circulaire, qui aujourd'hui rentrent vraiment dans l'idée d'une dynamique de production économique. Là, vous avez un extrait de la carte, voilà, et les postes de légende qui y sont attachés, avec des sites d'activité d'intérêt régional que vous voyez en jaune foncé, on va dire, à sanctuariser. Donc, ce sont des secteurs qui sont à préserver pour leur vocation économique. Pourquoi on a ça dans le SDRIFE? C'est parce que l'activité économique est soumise, notamment dans l'agglomération parisienne, à de fortes pressions, et, notamment pour la construction de logements, et avec des effets d'éviction qui sont très importants. Et donc, il y a vraiment besoin de préserver des sites d'activité économique, même dans les zones les plus denses. Pardon. Vous avez ensuite des sites d'activité qui... Excusez-moi. Donc là, on est plutôt aussi sur une vocation industrielle. Vous avez ensuite des sites d'activité qu'il faut conserver, mais là qui ont besoin d'être requalifiés et modernisés. Vous avez la même idée pour les grands sites commerciaux. Vous allez avoir les sites ensuite de gisements stratégiques dont il faut pouvoir préserver en fait l'exploitation sur le long terme. Un figuré qui représente en fait les sites supports de services urbains qui sont à conserver, et là encore, pour éviter leur éviction, notamment de la zone, voilà, des espaces urbains existants. On doit pouvoir conserver ces services urbains au plus près aussi, je dirais, des lieux de production, de consommation. Vous allez retrouver nos fameuses pastilles d'extension urbaine attachées, enfin voilà, qui sont les secteurs de développement industriel d'intérêt régional. Vous allez aussi trouver un figuré pour les sites multimodaux. Sites multimodaux qui sont à préserver, donc des sites existants à maintenir, qui sont pleins, et ceux qui sont blancs à l'intérieur, qui sont des sites multimodaux à créer ou à améliorer. On veut tendre véritablement vers une logistique la plus multimodale possible. Et ces figurés sont aussi utilisés du coup pour le développement, l'agrandissement, la création de nouveaux ports. Les espaces agricoles à préserver, et puis les liaisons agricoles ou forestières qui sont à préserver ou à créer, parce que sans ces liaisons forestières, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire passer des engins d'exploitation, vous n'avez pas d'activité agricole ou forestière possible. Le dernier point, c'est l'amélioration des mobilités des franciliens, avec bien entendu toute la réflexion autour des gares du GPE, l'entrée en service, voilà, des lignes du GPE, mais aussi la question des réseaux de bus express, du covoiturage, et le fait de transformer, en fait, de faire des mobilités douces, des modes actifs du quotidien dans les déplacements domicile-travail. Je finis juste pour vous expliquer qu'on a développé dès, en fait, et même avant l'approbation du SDRIFE, un certain nombre d'outils à l'Institut Paris Région en lien direct avec la région et les services de l'État, la DRIEAT. Ces outils, vous allez les trouver sur notre site internet. Vous avez des fiches guides sur notre site. Ces fiches guides, elles viennent vous expliquer la mise en œuvre d'un certain nombre d'orientations réglementaires. Donc, vous allez y retrouver
des ressources, des exemples de la doctrine partagée par la région et par l'État. Vous avez aujourd'hui à peu près deux tiers des orientations réglementaires qui sont explicitées. Et un outil très important qu'on appelle le SDRIF Explorer. Alors, j'y reviens tout de suite. Juste vous dire qu'on a aussi des formations. Alors, la région va relancer un cycle de formation auprès des territoires. Et à l'Institut, on a 3 ou 4 formations par an. Les prochaines sont le 30 juin et le 1er octobre, mais on peut aussi développer des formations spéciales à destination des élus et on peut aussi développer une vraie formation en lien avec l'AMIF. Voilà, si ça vous intéresse, là où on rentre vraiment dans le détail pour appliquer le SDRIFE. Et ces formations, elles sont gratuites. On a déjà de nombreuses collectivités qui y ont participé. Et si je reviens sur le SDRIF Explorer, alors j'espère que vous allez me dire du coup si ça marche, si vous voyez l'outil. Est-ce que vous voyez l'outil? Alors, a priori, non, pas pour le moment. Enfin, on a une image sur votre support, mais ça n'a pas redirigé vers une page web. Ah mince. Ouais. Bon, alors écoutez, pour pas perdre de temps, je vais revenir sur, je vais revenir sur la présentation. Voilà. Je crois que je fais des nœuds avec les présentations. Est-ce que vous l'avez toujours à l'écran, la présentation? Alors, on est sur la slide les outils d'aide à la mise en œuvre. Voilà, bon, bah, c'est bon. Donc, vous êtes toujours sur la bonne diapo. Donc, le SDRIF Explorer, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui vous permet, vous rentrez par le nom de votre commune, le nom de votre intercommunalité, un département. Voilà, en fait, vous rentrez par un territoire. Et ça va vous donner tout ce que le SDRIFE dit sur votre territoire. Donc, vous allez pouvoir interroger chaque carte du SDRIF sur votre territoire. Ça va vous dire si, par exemple, le tracé pour une infrastructure de transport, ça va vous dire ce que c'est que cette infrastructure de transport. Ça va vous dire la continuité verte, d'où à où elle va. Voilà, ça va vous apporter plein de renseignements sur chaque poste de légende et ça va aussi venir vous extraire toutes les orientations réglementaires qui concernent très directement votre territoire. Voilà, en fonction des postes de légende que vous avez sur ces cartes, ça va vous sortir les orientations réglementaires qui vous concernent. Et ça va aussi vous donner tous les chiffres qui vous concernent, c'est-à-dire, quand je vous disais, vous avez le droit à une surface équivalent à 1% de votre espace urbanisé communal. Ça va vous dire quelle est la superficie de votre espace urbanisé communal. Donc, ça va vous dire aussi combien c'est le pourcent en question de votre espace urbanisé communal. Ça va vous dire combien d'hectares d'urbanisation vous avez sur votre commune. Ça va vous dire le nombre de logements que vous avez à construire. Voilà. Ça va vous dire le nombre d'espaces verts à créer. Voilà, ça vient vraiment renseigner tout ce qui dans le SDRIF concerne votre commune ou votre intercommunalité. Voilà. Donc, je vous invite à y aller. Vous allez voir, ça vous mâche quand même assez considérablement la lecture du SDRIF et la lecture du SDRIF et la mise en œuvre du SDRIF.